Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Jacques Aristide avec vous, content de vous retrouver dans Le Monde aujourd'hui, en direct de Washington, à la une de l'actualité ce soir. Les États-Unis interdisent les importations de pétrole et de gaz russe, principale source de revenus du régime de Vladimir Poutine. Le président Joe Biden a fait part de la décision aujourd'hui après d'intenses pressions politiques pour sanctionner le Kremlin pour sa guerre contre l'Ukraine. La pénurie de carburant perdure au Nigeria. Les petites entreprises en sont durement touchées dans un pays qui est pourtant le plus grand producteur de pétrole d'Afrique. Reportage tout à l'heure à Abuja. La planète marque la journée internationale de la femme aujourd'hui. Le thème retenu cette année, l'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable. Des reportages à venir dans ce journal, dont celui au Cameroun, où un groupe d'avocats appelle à la mise en pratique de la parité homme-femme sur les biens conjugaux. Le président américain a ordonné un embargo sur les importations américaines de pétrole et de gaz russe afin d'alourdir les sanctions imposées à la Russie. Joe Biden indique qu'il s'agit de porter un nouveau coup puissant à Vladimir Poutine. La décision a été prise en coordination étroite avec les alliés des États-Unis. Nous ne contribuerons pas à subventionner la guerre de Poutine, a déclaré un peu plus tôt aujourd'hui le président Biden. L'Europe s'est pour l'instant refusée à décréter un embargo sur les importations russes qui assure 40% de ses besoins en gaz naturel et 30% pour le pétrole. Les États-Unis sont, eux, exportateurs nets d'énergie, c'est-à-dire qu'ils produisent plus de pétrole et de gaz qu'ils n'en consomment, a rappelé Joe Biden. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, j'annonce que les États-Unis ciblent l'artère principale de l'économie russe. Nous interdisons toute importation de gaz, de pétrole et autres produits énergétiques de la Russie. Cela signifie que le pétrole russe ne sera plus acceptable dans les ports américains. Et le peuple américain portera un autre coup très dur à la machine de guerre de Poutine. C'est une mesure qui, je le crois, est soutenue par les deux partis, tant au Congrès qu'au sein du peuple américain en général. Les Américains se sont ralliés à la cause du peuple ukrainien et ont clairement indiqué que nous ne participerons pas à la subvention de la guerre de Poutine. Nous avons pris cette décision en étroite consultation avec nos alliés et nos partenaires. Et les cours du pétrole s'envolent à l'annonce de l'embargo américain sur les hydrocarbures russes. Pendant ce temps, des milliers d'Ukrainiens continuent de fuir leur ville, bombardés ou encerclés par les forces russes, alors que le conflit a conduit 2 millions de personnes à l'exode. D'autres développements avec Anita Powell. Son reportage est relaté par Abdourahmane Dia. Alors que le conflit en Ukraine continue et s'apprête à entrer dans sa 3e semaine, les diplomates s'attellent dans les grandes capitales pour y mettre fin. Ici aux États-Unis, le président Joe Biden est confronté à des décisions difficiles sur la manière dont les sanctions plus strictes contre la Russie affectent la vie des Américains. Les prix de l'essence ont atteint un niveau quasi record de $4 le gallon aux États-Unis, c'était en début de semaine, et Joe Biden a dû faire face à des pressions politiques de tous les horizons, bien qu'il n'y ait pas de consensus réel sur la marche à suivre. Le président a cependant tranché ce mardi. Volodymyr Zelensky, le chef d'État ukrainien, avait appelé Biden lundi à faire ce geste. Les sanctions devraient inclure le boycott des exportations russes, en particulier un refus du pétrole et des produits pétroliers en provenance de Russie. Cela peut être qualifié d'embargo ou simplement de choix moral lorsque vous refusez de donner de l'argent aux terroristes. Un boycott des importations vers la Russie. S'ils ne veulent pas respecter les règles civilisées, ils ne devraient pas obtenir des biens et des services de la civilisation. Ces dernières semaines, la Maison-Blanche a discrètement fait le tour des producteurs de pétrole que les États-Unis tiennent généralement à distance, y compris le Venezuela, ami de la Russie, pour discuter de sources alternatives de pétrole. Des responsables de la Maison-Blanche ont également rencontré des responsables saoudiens et iraniens, et ces discussions allaient bien au-delà du pétrole, selon Jen Psaki. La raison la plus importante pour laquelle nous nous sommes concentrés pour ces discussions avec les Iraniens et nos partenaires du P5+1 est d'empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. C'est pourquoi nous participons à ces accords. Nous y sommes presque, il y a encore des éléments importants à revoir.
Mais les négociations sur le pétrole font certainement partie des discussions. La raison la plus importante reste d'empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. Lundi, le long de la frontière ukraino-biélorusse, les délégations russes et ukrainiennes se sont rencontrées pour un troisième round de pourparlers qui, selon les deux parties, n'ont pas vraiment progressé. Je vous dis honnêtement que nos attentes concernant les pourparlers ont échoué, mais nous espérons que nous pourrons faire un pas plus significatif vers l'avant la prochaine fois. Les pourparlers se poursuivront. Mais en cette période incertaine, un sentiment semble inébranlable, la détermination des Ukrainiens. Le champion de boxe des poids lourds devenu maire de Kiev, Vitaly Klitschko, fait partie de ceux qui maintiennent les lignes extérieures de la capitale contre une avancée russe. Chaque maison, chaque rue, chaque point de contrôle, nous nous battrons jusqu'à la mort si nécessaire. Personne ne veut mourir, mais si nécessaire, nous protégerons nos enfants, nos familles. Des mots durs prononcés alors que ce conflit s'étend déjà au-delà des 2 premières semaines et que le monde observe. Et pour faire le point sur la guerre menée par la Russie en Ukraine, nous mettons le cap sur Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, où nous retrouvons Philippe Crowther. Bonsoir et bienvenue Philippe. Vous êtes notre confrère de l'Associated Press à l'agence EPI. Kiev vit donc dans l'attente d'un assaut russe. Les troupes de Moscou continuent d'avancer. La capitale ukrainienne est-elle sur le point de tomber, Philippe ? Non, pas vraiment. C'est une ville qui est en train de se préparer quand même pour un combat avec non seulement l'armée ukrainienne qui est en train de se préparer dans la ville, aux alentours de la ville, mais aussi les civils qui se sont entraînés avec les militaires les derniers mois, même avant les débuts de l'invasion russe. On le sait très bien, la capitale Kiev est clairement l'objectif principal pour la Russie. On le sait selon les experts militaires, mais c'est très clair selon les mouvements militaire de l'armée russe. Vladimir Poutine aimerait bien reprendre cette ville, y mettre peut-être un président à sa faveur. Il faudra voir comment évoluent les prochains jours ou les prochaines semaines. Mais une chose est claire, les avancées russes sont très très lentes à cause des réactions de l'armée ukrainienne qui est en train de montrer qu'elle est beaucoup plus forte de ce qu'on pensait avant cette invasion russe. Alors hier soir, la Russie a annoncé des cessez-le-feu dans plusieurs villes pour permettre l'évacuation de civils via des couloirs humanitaires. Mais Kiev accuse Moscou de ne pas les respecter. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ce soir ? Alors aujourd'hui, pour la première fois, on a vu un cessez-le-feu et un couloir humanitaire fonctionner. C'était pour la ville de Sumy, dans le nord-est du pays, là où des civils ont pu sortir aujourd'hui dans un convoi et de l'aide humanitaire a pu entrer dans cette ville assiégée par la Russie. C'est la toute première fois que cela fonctionne. Il y avait eu des tentatives avant, des accords entre la Russie et l'Ukraine, mais des accords qui ont été violés par la Russie qui a tiré sur des civils dans et autour de la ville de Mariupol. Alors il y avait eu des offres aussi de la Russie pour ouvrir des couloirs humanitaires dans d'autres villes, mais dans la direction de la Russie ou de la Biélorussie. Il faut se demander bien sûr cette question-ci. Si quelqu'un est attrapé dans sa ville et a été attaqué par la Russie et bombardé par la Russie pendant 12 jours, est-ce que cette personne veut vraiment s'enfuir vers le pays qui est en train de l'attaquer? Voilà pourquoi peut-être ces couloirs humanitaires ne se sont jamais vraiment faits et n'ont pas été utilisés par des civils non plus pendant les derniers jours. Oui, et la barre symbolique des 2 millions de réfugiés d'Ukraine a déjà été franchie, Philippe. Que fait l'Union européenne pour accueillir un tel afflux d'exilés ukrainiens ? Alors il faut le dire, les portes sont assez ouvertes de l'Union européenne. Je l'ai vu avec mes propres yeux il y a quelques jours quand j'étais encore en Pologne, à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Les portes sont ouvertes et l'accueil humanitaire pour tous ces réfugiés est assez impressionnant. C'est une logistique, une organisation très impressionnante. Lorsque les réfugiés arrivent en Pologne et aussi dans d'autres villes qui ont des frontières avec l'Ukraine comme la Hongrie, la Slovaquie ou la Moldavie, l'accueil est assez impressionnant. Il y a des repas chauds
il y a aussi un endroit pour que ces réfugiés puissent dormir après un voyage très, très, très difficile et bien sûr aussi dangereux pour ceux qui viennent des villes qui ont été attaquées férocement par les troupes russes. Vous l'avez entendu tout à l'heure, Philippe, le président américain Joe Biden a fait état aujourd'hui d'un embargo sur les importations de pétrole russe aux États-Unis. Pour sa part, le chef de l'État ukrainien Volodymyr Zelensky, qui est d'ailleurs resté à Kiev, critique ce qu'il appelle les promesses non tenues des Occidentaux pour protéger son pays. De quelles promesses parle-t-il exactement, Philippe ? Alors l'Ukraine aimerait bien avoir beaucoup plus d'aide militaire, notamment dans le ciel de l'Ukraine, une protection aérienne de la part de l'OTAN. On le sait déjà clairement que l'OTAN ne veut pas mettre en place un tel plan qui avait été utilisé par exemple en Libye. C'est absolument impossible, disait encore très récemment le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Alors ce que l'Ukraine veut aussi, c'est encore beaucoup plus d'armes. Ces armes sont en train d'aller vers l'Ukraine, de beaucoup d'autres pays de l'OTAN. C'est assez difficile de les faire entrer en Ukraine, bien sûr, maintenant que c'est un pays en guerre, mais ces armes arrivent toujours. Ce que l'Ukraine veut aussi, c'est des avions qui n'existent plus ici en Ukraine. Il y a des avions de chasse encore, mais seulement quelques-uns. Mais il y a pas mal de pilotes ukrainiens qui aimeraient bien avoir des avions de chasse qu'ils puissent utiliser. Alors la Pologne semble être intéressée à leur donner à l'Ukraine, donner leurs avions de chasse de l'ère soviétique, mais c'est assez difficile à organiser logistiquement. Il faudra voir maintenant dans les prochains jours comment la Pologne, avec l'OTAN et avec les États-Unis, pourrait peut-être organiser l'arrivée de ces avions de chasse de l'ère soviétique ici en Ukraine. C'est très difficile à faire, mais c'est une possibilité qui est en train d'être discutée au niveau le plus haut des gouvernements de l'OTAN. À suivre, bien évidemment. Philippe Crowther, vous êtes notre confrère de l'agence EPI et vous étiez en direct de la ville ukrainienne de Lviv. Je vous remercie. Soyez prudents, bien évidemment. À très bientôt. Au revoir. Merci. Dans l'actualité africaine, en République démocratique du Congo, au moins 18 villageois ont été tués en Ituri aujourd'hui par le groupe armé Codeco, la coopérative pour le développement du Congo. 12 de ses habitants ont été abattus dans l'enceinte de la paroisse catholique de Kilo, où se trouvaient des déplacés qui avaient fui les attaques menées dans un village voisin. D'après l'ONU et le gouvernement congolais, la Codeco est à l'origine de la plupart des violences actuelles en Ituri. Le RPG, le parti au pouvoir pendant plus d'une décennie en Guinée, engage la succession d'Alpha Condé, le chef de l'État renversé l'an dernier. Les dirigeants du Rassemblement du peuple de Guinée ont nommé hier un chef provisoire à la tête du parti. Il s'agit d'Ibrahima Kassori Fofana, qui va présider un conseil exécutif provisoire en attendant la tenue d'un congrès dont la date n'a pas encore été arrêtée. La Guinée est dirigée depuis septembre dernier par une junte dont le chef, le colonel Mamadi Doumbouya, s'est fait investir président pour une durée encore indéterminée. Je suis Asma Botby-Clark à Durban pour VOA Afrique. Au Nigeria, les petites entreprises souffrent de la pénurie récurrente de carburant depuis plus d'un mois. Le pays est pourtant le plus grand producteur de pétrole d'Afrique. Le reportage de Gilbert Tamba à Abuja. Pour Azek Impa Souder, exercer son métier dans ces grands villages mécaniques d'Abuja dépend en grande partie du pétrole. Mais obtenir le carburant dont il a besoin pour alimenter son groupe électrogène est devenu une tâche difficile ces dernières semaines en raison d'une pénurie persistante à l'échelle nationale. La crise nous affecte sérieusement en tant que soudeurs, surtout concernant le problème de carburant qu'on utilise pour le travail. C'est devenu un défi ces dernières 7 semaines. On ne gagne pas le carburant comme d'habitude sans difficulté. Aujourd'hui, il faut se mettre dans une longue file d'attente pour en trouver. Incapables d'obtenir les faveurs des pompistes et ayant du mal à faire la queue pendant plusieurs heures, ils sont nombreux les propriétaires de petites entreprises à passer plusieurs heures, voire des jours sans travailler. Lorsqu'ils se tournent vers le marché noir, là 1 litre coûte 500 naira, soit 1,20 $, au lieu du prix officiel de 165 naira, l'équivalent de 0,40 $.
Et cela réduit encore plus leurs minuscules bénéfices. C'est une situation terrible. Personne n'est content de ce qui se passe. Nous avions vécu une crise similaire avant et ça revient encore. Je me rappelle, il y a quelques années, quand j'étais à Yole, on se levait très tôt le matin pour se rendre dans les stations d'essence et on pouvait y rester parfois jusqu'à 4 voire 5 jours pour avoir du carburant. J'ai pensé qu'on avait dépassé cette période, mais nous nous retrouvons dans la même crise. Depuis début février, un nouvel épisode de pénurie de carburant est en cours, provoquant une fois de plus une frustration sans fin chez les Nigérians. Ce n'est pas facile ces derniers temps. L'électricité n'est pas stable et pour garder notre clientèle, il faut faire des efforts supplémentaires. On passe des heures à attendre quand on part chercher du carburant. Donc la solution, il faut acheter sur le marché noir et cela nous coûte 5 fois plus que le prix normal à la pompe. Un communiqué de l'autorité de régulation précise que la pénurie actuelle est due à la découverte de 100 millions de litres d'essence importés dans la chaîne d'approvisionnement ayant des quantités de méthanol supérieures aux spécifications du Nigeria, entraînant un retrait d'urgence de volume non identifié du produit. Le Nigeria, le plus grand producteur de pétrole d'Afrique et l'un des plus grands exportateurs mondiaux, ne dispose pas encore des capacités de raffinage pour sa production quotidienne. Gilbert Tamba pour VOA Afrique. Abuja. Au Maroc, grève des transporteurs routiers contre la flambée des prix du carburant, justement, retombée de la guerre en Ukraine. Il s'agit d'une grève de 72 heures observée depuis hier. Les taxis, eux, sont moins affectés par le mouvement, même si des chauffeurs grévistes ont manifesté à Tanger hier. En réaction, le gouvernement indique avoir pris les dispositions nécessaires pour assurer la libre circulation des personnes et des biens. Il affirme tout de même que la grève est un droit garanti par la Constitution. Aujourd'hui, mardi 8 mars, la planète marque la Journée internationale des droits des femmes, une date pour attirer l'attention sur la condition des femmes en matière d'égalité des sexes, de préjugés, de stéréotypes et de discrimination. L'objectif est de rendre le monde plus diversifié, équitable et inclusif. Suivez ce reportage de Laurel Bowman de la VOA. Le récit est de Ginny Kapumbu-Villa. Nous avons entendu les citations célèbres. Derrière chaque grande femme se cache une autre grande femme. Investir dans une femme, c'est investir dans une communauté. Quand les femmes avancent, le monde bouge avec elles. La Journée internationale de la femme, le 8 mars, invite le monde à se concentrer sur où se trouvent les femmes et où elles doivent aller. Aux États-Unis, la Fondation de la Chambre de commerce a organisé un forum virtuel de 2 jours pour marquer la Journée internationale des droits des femmes. De réels progrès ont été réalisés au cours des dernières décennies, mais les femmes et les filles continuent de porter un fardeau profondément disproportionné des défis mondiaux d'aujourd'hui. Les participants ont salué les femmes ukrainiennes dont le pays est attaqué par la Russie. Alors que le conflit continue de se dérouler, nous voyons les femmes jouer un rôle crucial dans la résistance à la campagne de violence de la Russie, en répondant aux besoins urgents de leur communauté, en combattant la désinformation, en prenant les armes pour combattre et en s'engageant sur le front diplomatique. Les experts ont également noté que les femmes du monde entier ont porté une bonne partie du fardeau de la réponse à la pandémie mondiale de Covid-19 en tant que travailleuses de la santé et soignantes à la maison et sur le lieu de travail. Les services de garde d'enfants, les soins aux personnes âgées et à domicile sont souvent inaccessibles et inabordables, tandis que les travailleurs sociaux s'activent pour prendre soin de leur propre famille, alors même qu'ils prennent soin des autres. Entre-temps, les femmes ont été contraintes de quitter leur emploi pendant la pandémie de Covid-19. Aux États-Unis, plus de 3 millions de femmes ont quitté le marché du travail au cours des 2 dernières années. Selon la Fondation de la Chambre de commerce des États-Unis, la participation des femmes au travail étant inférieure à ce qu'elle était depuis plus de 30 ans. Les femmes et les filles sont plus susceptibles d'être tuées par des catastrophes naturelles car le taux et la gravité des chocs climatiques augmentent à l'échelle mondiale selon l'USAID. Les défenseurs des droits des femmes aimeraient également voir plus de femmes occuper des postes gouvernementaux et politiques de haut niveau. Nous devons faire en sorte que davantage de filles et de femmes participent à la politique. Même quand nous sommes près de 49% de la population, nous ne sommes pas également représentés aux postes de pouvoir.
Les experts louent les progrès que les femmes ont réalisés jusqu'à présent, mais veulent en avoir plus en matière d'équité entre les sexes, de diversité et d'inclusion. S'il vous plaît, chers amis fidèles de la VOA, n'allez nulle part ailleurs. Le Monde aujourd'hui revient dans une petite minute. Merci. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Merci d'être toujours avec nous dans Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Au Cameroun, une association d'avocats a initié ce mardi 8 mars un plaidoyer pour vulgariser le principe de droit sur l'égalité entre l'homme et la femme en matière de jouissance des biens conjugaux. D'après un arrêt rendu par la Cour suprême du Cameroun et se référant à la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, qui date de 1979, l'homme ne peut plus disposer tout seul des biens de la communauté. Une disposition rarement appliquée en faveur des femmes au Cameroun. De Yaoundé, le reportage de notre correspondant Emmanuel Junenta. L'égalité entre l'homme et la femme en matière de jouissance des droits dans le cadre conjugal a été entérinée au Cameroun il y a seulement 3 ans par un arrêt de la Cour suprême. Une découverte pour ces jeunes femmes mariées ou célibataires. Le plus grand enseignement que j'ai pu capter, en fait, c'est que la loi internationale est au-dessus du Code civil. Et qu'à partir de cette loi internationale, la femme jouit de tous ses droits dans un foyer. Elle est égale du genre à l'homme. Donc, tout droit sur les biens, sur la jouissance, sur l'acquisition d'un bien dans le foyer, la femme a son mot à dire. En tant que femme, je suis vraiment rassurée de cette loi-là qui dit l'homme peut vendre avec l'autorisation de la femme et la femme peut aussi vendre avec l'autorisation de l'homme. Je sens et le soutien de la loi par rapport à la femme dans le foyer. Aminatou n'a pas eu cette chance. Elle s'est séparée de son mari, ayant constaté que ce dernier était le seul à administrer les biens conjugaux. Il a vendu le terrain, c'était pour lancer son commerce. Bon, un terrain qu'on a eu à travailler ensemble, puis à se battre pour acquérir. Il a vendu, il a disposé de l'argent comme il a pu. Bon, je n'ai rien vu, il ne m'a pas expliqué. Oui. Il ne m'a pas expliqué. Donc j'ai constaté que le terrain a été vendu puisqu'on avait 2. Et pourtant, c'est depuis 1994 que le Cameroun a ratifié la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Nous avons pris la peine d'expliquer aux participants de reléguer les informations. Même dans le cadre de vos familles nucléaires, commencez déjà. C'est toujours un début parce qu'il faut de plus en plus vulgariser. Parce qu'il faut le rappeler, les femmes n'ont même pas connaissance de leurs droits véritables. C'est ça le véritable problème. Elles sont méconnaissantes, ignorantes des dits droits. Et du coup, lorsqu'il y a une innovation comme ça, ou bien lorsqu'il y a un rebondissement de la sorte, il faut absolument communiquer là-dessus. Les avocates qui plaident pour l'application de la loi souhaitent voir la fin des situations d'injustice. Beaucoup de problèmes se sont posés dans la gestion du patrimoine des couples. Et nous nous sommes souvent retrouvés devant des situations de détresse de femmes et d'enfants. Eh bien, les tribunaux également n'ont pas toujours eu la présence d'esprit ou des acteurs qui ont pu leur expliquer qu'il fallait faire usage de ces instruments. Du coup, ils ont dans un premier temps rendu des décisions qui étaient défavorables à la femme. Dieu merci, avec nos combats respectifs de sensibilisation, d'explication, de formation même de magistrats, de formation des acteurs de la justice, nous en sommes aujourd'hui à cette décision de la Cour suprême et bien d'autres
qui ont pris en compte les traités ratifiés par le Cameroun. Jusqu'ici, le mari pouvait administrer seul les biens de la communauté, les vendre, les aliéner et les hypothéquer sans le concours de la femme. Emmanuel Juntap, VOA Afrique, Yaoundé. Eh bien oui, plein feu donc sur la Basketball Africa League. Le tournoi, vous le savez, a débuté le week-end écoulé au Sénégal avec les matchs de la conférence Sahara. De nouvelles rencontres sont au programme ce soir à la Dakar Arena. Les Sénégalais de Dakar Université Club et les Mozambicains de Ferroviário da Beira s'affrontent tout à l'heure à 21h en temps universel. Les enjeux avec Yacouba Ouedraogo. Ils ont un point commun, celui d'avoir perdu leur premier match. Dakar Université Club, battu par les Guinéens du Seydou Legacy Athletic Club et les Mozambicains de Ferroviário da Beira, défaits par les Tunisiens de l'US Monastir. Sénégalais et Mozambicains se lancent donc dans une opération relance pour leur deuxième sortie dans cette Basketball Africa League. Lors du premier match, Duc a bien démarré la rencontre, remportant les 2 premiers quart-temps avant de sombrer face à Slack, supérieur au 3e et 4e quart-temps. Cette fois-ci, les Sénégalais devraient pouvoir garder une fraîcheur physique jusqu'au bout pour espérer venir à bout des Mozambicains qui ont connu le même sort qu'eux devant l'US Monastir lors de leur première sortie dimanche. Gagner pour espérer atteindre les playoffs, tel est le maître mot pour Duc, dont les fans ont fait preuve d'optimisme avant le début du tournoi. Et le Duc, c'est une équipe qui a beaucoup d'âme, parce que c'est une équipe qui a des supporters, les étudiants sont là. Mais je pense que pour la première, le Duc va venir pour découvrir un peu cette compétition. Au niveau africain, dire qu'on va rivaliser, c'est trop dire parce que pratiquement, il y a beaucoup de pays où ils ont un championnat typiquement professionnel, avec des joueurs professionnels. Mais ce qu'on retient, c'est que le Duc est champion du Sénégal. Donc il y a une base qui est là. Et on a un bon niveau de championnat au niveau du Sénégal. Et moi, je pense que le Duc, au mieux, peut faire la même chose que l'AS Douanes, essayer de se qualifier au quart de finale, ce qui n'est pas très difficile. Je pense que le Duc participe à cette compétition tout simplement pour la découverte et peut-être l'appétit vient en mangeant. Si les matchs vont venir petit à petit, l'équipe un peu va prendre de l'ampleur et va monter en puissance. D'après le coach Parfait Adjivon, lors du premier match, son équipe a fait beaucoup de cadeaux à l'adversaire, a manqué d'engagement et de vitesse dans le jeu. Des erreurs qu'il compte corriger car en face, M. Adjivon décrit Ferroviário da Beira comme une très bonne équipe qui a beaucoup d'individualité, qui joue sur la vitesse et sur des tendances modernes. Et voilà tous les résultats de ces rencontres de la balle demain avec Yacouba Ouedraogo. Point final à ce grand journal. Grand merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous dès demain, même heure, même endroit. Un petit coucou, un petit merci à nos collègues à la régie, dont Blanche Sanou et Georges Léonard Sagno. C'était Jacques Aristide à Washington. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée. Prenez bien soin de vous. À demain. Merci. Mbote Ndeko Eli Sango, Mbote Nabino Banso, Mozali Kolanda, Saona Lingala, na la Voix de l'Amérique, Uto, Washington DC. Sango Mokili Lelo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la Voix de l'Amérique. Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons 2 éditions d'actualité. La première, de 17h à 17h30 temps universel, et la deuxième, de 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de la Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. Sango Mokili Lelo, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, sur nos ondes et celles de nos stations partenaires, dans l'une des plus belles langues d'Afrique, le Lingala.